Bienvenue dans le débat de France 24. On attendait des images d'unité ce lundi, jour de fête du travail, ici en France, comme ailleurs dans le monde. On aura assisté à un 1er mai de la désunion des cortèges syndicaux qui défilent en ordre dispersé dans toute la France, comme d'habitude, serait-on tenté de dire. Sauf que là, justement, on n'est pas dans un moment habituel. Dimanche prochain, dans 6 jours maintenant, les 47 millions d'électeurs français sont appelés à départager Marine Le Pen d'Emmanuel Macron. Second tour de l'élection présidentielle qui ne met pas tout le monde d'accord, loin s'en faut, au point qu'on a même assisté à des affrontements en marge des défilés où certains manifestants s'en sont pris à des CRS. Retour sur ce 1er mai au goût un peu particulier avec Anne-Sophie Belaïch, chef du service économie et sociale à l'usine Nouvelle. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec également à nos côtés Benjamin Hamar, responsable du pôle revendicatif de la CGT dans le Val-de-Marne. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Avec Jean Messia, économiste, vous êtes coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Bonjour. Et enfin Marc Ferracci, économiste, professeur à l'université Panthéon-Assas et à Sciences Po Paris. Vous êtes expert des questions économiques pour la campagne d'Emmanuel Macron. Anne-Sophie Belaïch, il y a eu des débordements, boulevard Beaumarchais aujourd'hui, puis place de la République. Une centaine de manifestants cagoulés qui ont infiltré les rangs de la manifestation et qui s'en sont pris aux forces de l'ordre à coups de cocktails Molotov et de projectiles. 3 CRS sont blessés ce soir. Il faut dire que plus tôt dans la journée, on avait assisté justement à une manifestation anarchiste dans le 19e arrondissement de Paris, contre, et c'était le mot d'ordre, contre le fascisme et le capitalisme. Est-ce que ces heurts aujourd'hui, d'après vous, sont liés au contexte très particulier de cette élection ? Ou est-ce que c'est une tendance plus générale, puisqu'on s'en souvient, lors des manifestations contre la loi travail, on avait assisté à des débordements, notamment devant l'hôpital Necker. Tout le monde a ces images encore en tête. Oui, non, je crois que c'est pas nouveau, parce qu'en fait, et ça a un peu à voir avec les défilés des syndicalistes, il y a depuis les années 70 des casseurs en France qui infiltrent un peu des manifestations, mais dans le fond, c'est pas des gens qui se posent la question qu'est-ce qu'il faut que je vote Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Ce sont des gens qui ne votent pas, qui ont une action politique, en fait, plutôt dans la violence. Donc, je crois que ça a assez peu à voir, en fait, que ce soit le 1er mai. Et pour vous, ça ne traduit pas un durcissement du mouvement social ? Non, parce que je ne pense pas que ça soit des syndicalistes, en fait. Voilà. C'est, on l'imagine aussi, votre avis. Benjamin, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, précisément, justement, le jour où ces manifestations devant l'hôpital Necker avaient donné lieu à des jets de projectiles devant l'hôpital. Que vous inspirent, vous, aujourd'hui, ces images de violence auxquelles on a assisté, boulevard Beaumarchais et puis place de la Bastille ? Mais exactement les mêmes réflexions que j'avais partagées ici même, sur ce plateau, lorsque pendant des mois, ces individus avaient permis justement au pouvoir en place de finalement pointer les incidents inacceptables pendant les manifestations plutôt que le fond du problème. Si vous voulez, donc on a là, moi j'arrive pas à croire qu'une centaine d'individus puissent comme ça, tranquillement, faire ce qu'ils veulent et pourrir les cortèges des manifestations. Moi, j'y étais à ce 1er mai et il a fallu que des camarades de mon cortège dans le Val-de-Marne aillent renforcer le service d'ordre parce que, bien évidemment, la sécurité des manifestants était mise en péril. Vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui une intention délibérée de la police, comme vous le disiez à l'époque ? Non, mais je ne parle pas de mon problème. Souvenez-vous de ce que je vous disais à l'époque. Mon problème, ce n'est pas la police. La CGT, elle syndique. D'accord, elle syndique les policiers qui sont des fonctionnaires. Oui. Non, mon problème, c'était les consignes qui étaient données. Oui, de la place Beauvau. Oui, bien évidemment, j'ai remarqué à l'époque qu'il y avait des syndicats de policiers. Il y avait des syndicats de policiers qui dénonçaient l'absence de consignes claires. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il est, comme la dernière fois, on a un 1er mai qui était avec du contenu revendicatif, avec des exigences très claires, à la fois en matière de revendications sociales et aussi de lutte contre le fascisme. Et bien évidemment, ces individus-là qui arrivent, une centaine, et puis on parle que d'eux pendant des heures. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des grosses ficelles qui commencent un petit peu à fatiguer. Et je vois que M. Hollande, jusqu'au bout, nous présentera ses plus belles qualités de gouvernant. Jean Messia, vous pensez, vous aussi, qu'il y a à tout le moins un manque de la part des pouvoirs publics ? C'est ça qui serait responsable des images qu'on a vues cet après-midi ? Écoutez, je souhaite d'abord rendre hommage au travail des forces de l'ordre, et en particulier aux 4 policiers qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Non, je crois que ça tient du climat effectivement général, d'un climat d'impunité vis-à-vis des milices d'extrême gauche qui ne cessent d'apporter le désordre, pas seulement d'ailleurs dans les manifestations, mais également à Nantes, enfin dans différents meetings que nous avons eus, puisque ce sont les mêmes. Et d'ailleurs, le représentant de la CGT ici présent ne dément pas que certains policiers se plaignent de ne pas avoir d'instructions dans ce sens-là. Mais vous pensez qu'on donne justement des consignes à la police pour laisser faire, voire pas de consignes du tout ?
C'est évident. Attendez, si c'est effectivement une poignée de personnes, ils sont très faciles à appréhender. Mais il y a quand même l'intervention des CRS. Il y a l'intervention des CRS, mais je veux dire, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce climat-là? C'est ça la question. Votre avis, Marc Ferracci? Moi, je ne me prononcerai pas sur les conditions du maintien de l'ordre et sur la responsabilité de la police ou des supérieurs, des policiers qui étaient sur le terrain. Je pense que c'est un travail très difficile. Je pense que les groupes et les groupuscules qui, effectivement, infiltrent les cortèges sont extrêmement bien organisés. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire l'amalgame entre ces groupes-là et les manifestants qui viennent pour porter des revendications. Je pense que l'amalgame entre ces groupes violents et le mouvement syndical dans son ensemble, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce qu'on a besoin d'apaiser les relations sociales dans ce pays. Je note à ce titre que les cortèges qui défilaient cet après-midi défilaient en ordre dispersé, puisqu'il y avait d'un côté la CGT-FO, de l'autre côté la CFDT, l'UNSA. Et de ce point de vue, je pense que ça dit aussi quelque chose sur l'état des relations sociales dans notre pays. Et on parlera tout à l'heure des propositions et on parlera de l'orientation des programmes des uns et des autres. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est véritablement un enjeu d'apaisement. C'est vrai pour la sphère politique, mais c'est aussi vrai pour la sphère des relations sociales et des relations entre employeurs et salariés. J'aurais aimé entendre ce discours lorsque, effectivement, les militants d'extrême gauche ont attaqué nos cars. On nous avait accusés, nous, d'attiser les haines. Vous voyez, donc là, on leur trouve toutes sortes d'excuses, dont acte. Est-ce que j'ai donné des excuses aux militants d'extrême gauche? Benjamin Armand, vous vouliez réagir? Il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'était que bien évidemment, il y a un climat en France qui est un climat très tendu. Alors, bien évidemment, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la centaine d'individus dont on vient de parler. Mais bien évidemment que la loi travail, elle a laissé des traces très fortes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord. C'est vécu comme une agression? Non, mais la loi travail, elle reste ici. Elle a été, elle hante, y compris ce 1er mai-là. C'est-à-dire que dans cette élection-là, il y a derrière le spectre du lourd quinquennat de François Hollande. Vous voulez qu'on est toujours en train de jouer le troisième tour social de l'élection de 2012? Mais on est toujours en train de régler les comptes de ce quinquennat, de la trahison. Et le spectre du lourd quinquennat Macron qui s'annonce. Oui, alors ça, justement, on va en débattre après. Anne-Sophie Belaïch. On dit les syndicats sont divisés, mais il y a c'est une tradition de division. C'est une tradition, sauf qu'il y a pays. 15 ans, on se souvient les avoir vus marcher côte à côte. Lorsqu'en 2002, Jean-Marie Le Pen était présent au second tour de l'élection présidentielle. Là, 15 ans plus tard, l'esprit de 2002, où est-il? Oui, mais parce que le paysage du syndicalisme français est divisé. Ça date pas d'hier. Je veux dire, FO a été créé par scission de la CGT par les Américains. Ils avaient su surmonter leur division en 2002. Mais nous avons manifesté aujourd'hui avec eux. Le problème, il est que qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a eu effectivement, j'ai envie, un rassemblement, pas une manifestation, un rassemblement de la CFDT et de l'UNSA et une manifestation de la CGT-FO. Eux sont rassemblés place de Stalingrad et vous avez manifesté entre République et Nation. Avec la FSU et Solidaire également. Pourquoi? Mais parce que nous, à la CGT, on souhaitait, et je pense qu'on avait tout à fait raison, marcher sur nos deux jambes. C'est-à-dire, d'abord, clairement, sans aucune ambiguïté, affirmer qu'il faut faire un barrage à l'extrême droite. Oui, mais sans dire pour qui vous allez voter. Attendez, on va y revenir, on a tout le temps. Je pense que c'est clair. Une menace fictive, donc. Attendez, je vais terminer. Moi, je vous coupe pas la parole et je la couperai pas. Mais par contre, j'aime pas qu'on me la coupe. Mais je ne voulais pas couper. Deuxièmement, c'est exactement ce que vous venez de faire. Oui. Donc là, vous êtes en train de le faire, par exemple. Vous me la faites maintenant. Ça peut durer longtemps. C'est moi qui ai la parole. Je vais vous demander, Jean Messia, s'il vous plaît, de laisser Benjamin Amar terminer. Bien. Voilà, très bien, parfait. Donc, en l'occurrence, et la deuxième, c'est bien évidemment porter haut et fort les préoccupations sociales. Oui. Voilà. Nous, on veut pas simplement, si vous voulez, lutter contre l'extrême droite. On ne le fait pas tous les 5 ans quand l'incendie est là. Oui. On le fait en permanence et on est convaincu à la CGT, mais convaincu que les politiques libérales, eh bien, elles font le terreau de l'extrême droite. Donc, on marche sur nos deux jambes. On dit non à l'extrême droite, mais on dit que notre exigence de justice sociale, on ne lâchera pas un centimètre sur ce terrain-là. Vous refusez explicitement d'appeler à voter Macron, contrairement au Parti communiste français qui, par la voix de Pierre Laurent, l'a fait. D'accord, la déclaration de la CE, de la Commission exécutive confédérale, elle est très claire. Elle dit que pas une voix ne doit se porter sur la candidature de Marine Le Pen. Je pense que c'est dire les choses très clairement que de les dire comme ça. CGT Infocom, qui représente les salariés de l'information et de la communication, elle appelle à battre les deux candidats, Macron et Le Pen. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer. C'est ça qui est nouveau. La CGT Infocom, si vous me le permettez, c'est un syndicat, la CGT. Des syndicats de la CGT, il y en a des milliers. Ce qui fait, quelle est l'instance souveraine de la CGT? C'est la Commission exécutive confédérale. Et la Commission exécutive confédérale a fait une déclaration qui est très claire.
que je viens de vous résumer là. Il s'agit très clairement de dire, je vais vous dire, vous savez, dans la famille Pierre à Feu, tout le monde est sympathique. Dans la famille libérale, personne ne l'est. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les rejetons du libéralisme, il n'y a que des propositions scélérates. Et donc parmi ces deux candidats qui nous restent en finale, il n'y a que des propositions... Ça donne pas tellement envie d'aller voter dimanche. Laissez-moi terminer quand même. Oui. Il n'y a que des propositions scélérates. Il se trouve qu'il y a des propositions encore plus scélérates que les autres. Donc, ce sont celles de l'extrême droite. La CGT, elle a une histoire de lutte contre l'extrême droite, hein. Une vieille histoire. Ça ne date pas d'hier. Donc nous, on n'oublie jamais que parmi nos ennemis de classe, le pire, c'est l'extrême droite. Pour autant, on dit les mots, ça ont un sens. Oui. Nous faisons barrage au Front National. Je pense qu'il faut avoir un QI inférieur à 30 pour ne pas comprendre ce que ça veut dire. Mais nous le disons comme ça et pas autrement. Anne-Sophie Belaïch, c'est la formulation est importante ou finalement il faut prendre le sens général, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon qui dit « bon, tout le monde sait pour qui je vais voter, il n'y a pas besoin de l'expliciter avec des mots, d'une certaine manière ». Oui, je crois que le fait qu'il ne prononce pas le mot de voter Macron est symptomatique à la CGT, parce que ce qui est spécifique aux syndicats français, c'est que ce sont des syndicats qui ne s'intéressent pas uniquement à ce qui se passe sur le lieu de travail, contrairement à d'autres pays européens, en Allemagne, en Suède. C'est pas le cas de Force ouvrière qui refuse de donner des consignes de vote. Mais ce sont des syndicats qui ont aussi des visions politiques, parce qu'ils sont associés pas seulement à ce qui se passe dans l'entreprise, mais au paritarisme, à la gestion de la sécurité sociale, des retraites en France. Donc c'est normal qu'ils aient aussi une vision sur comment on doit conduire la société. Mais du coup, c'est vrai que ça oppose les syndicats entre eux. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti sur le vote des sympathisants des syndicats la semaine dernière. Et les sympathisants de la CGT ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, alors que les sympathisants de la CFDT, qui est plus réformatrice, ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, la CGT est un peu orpheline de son candidat. Marc Ferracci, la CFDT dit « Chaque personne qui s'abstient, c'est une demi-voix donnée à Marine Le Pen ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, d'un point de vue purement électoral, du point de vue de l'arithmétique électorale, il est évident, et c'est quelque chose de bien connu, que l'abstention est quelque chose qui favorise l'extrême droite. Maintenant, moi je veux dire que l'histoire du mouvement syndical, elle est diverse, et à titre personnel, ça ne me choque pas que certains mouvements restent dans une logique consistant à ne pas donner de consigne de vote. Force ouvrière. Par exemple. En revanche, il est vrai qu'il faut être capable de faire la pédagogie de ce qu'il y a dans les différents programmes. Et c'est le cas pour les gens qui, comme moi, sommes chargés de cela. Mais c'est aussi le cas, et ce doit aussi être le cas, des organisations syndicales. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'en tenir à de grandes déclarations sur le libéralisme d'un côté, ou le libéralisme des deux côtés d'ailleurs. Je pense qu'il faut rentrer dans le détail des programmes. C'est ce qu'on va faire parler justement dans la deuxième partie. Parce que quand on rentre dans le détail des programmes, eh bien on se rend compte que, y compris du point de vue du mouvement syndical, y compris du point de vue du mouvement social, le programme de Marine Le Pen et le programme d'Emmanuel Macron sont très différents. Le programme d'Emmanuel Macron fait le pari du dialogue social, il fait le pari d'un dialogue social décentralisé au niveau des branches et des entreprises, mais c'est très différent de la défiance que peut exprimer Marine Le Pen à l'égard du mouvement syndical. Mais je n'ai pas besoin d'un ventriloque, monsieur, parlez pour vous. Jean Messia, alors oui justement, méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires dans le cas du Front National. En tout cas, ce qu'on entend dans ce que vient de dire à l'instant Marc Ferracci, je voudrais qu'on regarde un sondage qui montre quand même que, en tout cas chez les fonctionnaires qui longtemps ont voté très majoritairement à gauche, aujourd'hui, eh bien, Marine Le Pen fait une percée. Alors on le sait depuis un petit moment maintenant. Quelle est votre réaction par rapport à ça, Jean Messia? Est-ce que vous vous dites qu'il y a aujourd'hui un véritable électorat à prendre? Mais surtout, quand vous entendez les syndicats qui unanimement disent on fait barrage au Front National, est-ce que vous n'avez pas un peu raté finalement votre offensive de charme ou de conviction? Les syndicats, en réalité, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent pas les salariés. Ils défendent des intérêts qui sont des intérêts catégoriels, les leurs, pas les intérêts des salariés. Et en réalité, on a ce que propose Emmanuel Macron, c'est effectivement un dialogue d'oligarchie à oligarchie. Une oligarchie économico-politique qui s'installe à la tête de l'État, qui ne décide plus de rien parce que tous les pouvoirs sont ailleurs, et une oligarchie syndicale, donc au niveau méso-économique, qui, elle, représente de la même façon ses propres intérêts. Donc vous vous défiez des syndicats. Voilà. En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'on veut, au contraire, revivifier le dialogue social par une meilleure représentativité des syndicats. Comment ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas. On va encourager les initiatives syndicales. On va encourager le dialogue à partir des... Vous savez, le dialogue social en France, ça a toujours été un dialogue macroéconomique. Pulvériser le dialogue social en autant d'entreprises pour le faire au niveau justement des entreprises et non pas au niveau des branches ou au niveau
niveau plus macroéconomique, c'est la meilleure façon d'appauvrir le dialogue social. Au niveau des élections professionnelles, le premier syndicat, en tout cas dans le privé aujourd'hui, désolé d'ailleurs Benjamin Amar, c'est la CFDT qui appelle résolument à voter pour Emmanuel Macron. Ça étonne qui ? Ça fait très longtemps qu'on sait que la CFDT, c'est un syndicat jaune. Ça étonne qui ? Juste une petite précision quand même. La CFDT est passée de peu la première organisation syndicale dans le privé, mais si vous cumulez public et privé, nous sommes toujours la première organisation syndicale. C'est pour ça que j'ai précisé privé. Et je vais préciser autre chose. Le dernier grand résultat qu'on a eu, c'est celui des TPE. Et la CGT est très largement devant, et ça c'est dans le privé. Tout à fait. Voilà. Je réponds simplement à toujours compter avec les TPE, bien sûr. À votre question sur les fonctionnaires. Moi-même, je suis le porte-parole d'un cercle qui s'appelle les Horaces, qui regroupe les hauts fonctionnaires et des cadres supérieurs du privé également. Sociologiquement, c'est pas vraiment la même population. Mais a fortiori, c'est-à-dire que précisément, ce sont les fonctionnaires de catégorie C et B qui constituent les plus grands contingents, si je puis dire, d'électeurs de Marine Le Pen. Mais de plus en plus, on a aussi des électeurs de Marine Le Pen parmi la haute fonction publique, voire la très haute fonction publique. Et ça, je l'ai vu sur les 2 dernières années avec le nombre de candidatures que j'ai reçues au cercle Les Horaces. C'est effectivement, peut-être un commentaire là-dessus d'Anne-Sophie Belaïch qui connaît bien l'univers syndical et la représentativité aujourd'hui des syndicats, sans doute aussi les choix politiques. Oui, ben c'est vrai que les syndicats aujourd'hui, on est à 7-8%. Mais en revanche, c'est vrai que les syndicats font quand même un travail de fond puisqu'il y a plus de 90% des salariés français qui sont couverts par des conventions collectives qui sont négociées par des syndicats. Donc les Français ne se sentent pas représentés, mais quand même, quand ils en ont besoin, quand ils vont au prud'homme, ils sont bien contents de retrouver les syndicats. Vous la sentez, elle est bien réelle ? C'est sûr que le programme de Marine Le Pen, sur certains aspects, il y a des tas de syndicats qui voteraient dès demain pour, si on regarde effectivement le retour à la retraite à 60 ans, l'abrogation de la loi El Khomri, donc qui a divisé tout le monde. Il y a des éléments, c'est pour ça que c'est compliqué pour eux. En revanche, il y a une fracture sur la dimension européenne, parce que la plupart de nos syndicats français, y compris la CGT, font partie du mouvement des syndicats européens. Parce que sur la sécurité sociale, effectivement, vouloir maintenir effectivement les niveaux de protection, mais pas pour tout le monde, parce qu'on supprime l'AME, et ça, on l'imagine que pour certains syndicats. Voilà. Donc il y a la dimension européenne qui, là, l'AME, c'est pour les clandestins. Donc, on va en parler, l'aide médicale d'État. Vous voulez vous exprimer chacun. Oui, peut-être Marc Ferracci, et puis on termine cette partie avec Benjamin Amar. Je voudrais simplement réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la démarche consistant à multiplier finalement les syndicats dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats en France. Aujourd'hui, il y a 5 syndicats qui sont représentatifs au niveau interprofessionnel. D'ailleurs, ils sont un peu plus représentatifs qu'ils n'étaient du point de vue de la pure adhésion, puisque les chiffres augmentent progressivement, et on n'est plus à 7-8, on est plutôt à 11 maintenant. Ce que je voudrais dire, c'est que cette démarche consistant à multiplier les initiatives syndicales dans les entreprises, ça porte un nom. Ça signifie faire émerger des syndicats maison. Or, les syndicats maison sont très souvent en lien avec les employeurs, ils sont très souvent téléguidés par les employeurs, et ils défendent de manière souvent beaucoup plus biaisée que ne le font les syndicats traditionnels, les intérêts des salariés. Il faut avoir conscience de ça, parce que c'est aussi... Oui, mais les initiatives syndicales, elles prennent des formes qui peuvent prendre cette forme-là. Et l'autre élément, c'est que quand on veut développer les initiatives syndicales, on a aussi des problèmes que les gens sur le terrain ne négligent pas, c'est le développement de syndicats communautaristes. Et ça, je suis assez étonné d'entendre ça dans la bouche de quelqu'un du Front National. Benjamin Amar, on a très peu de temps. Alors, non, mais rapidement, juste que c'est tellement amusant d'entendre ce vieux discours sur l'oligarchie syndicale. Écoutez, monsieur, la prochaine fois qu'on aura une initiative à 5h du matin avec des précaires ou avec des travailleurs sans papier, je viendrai vous chercher, vous me direz si on est dans l'oligarchie syndicale, venant de la part de quelqu'un dont la responsable est une châtelaine millionnaire. Laissez-moi terminer, monsieur, je ne vous coupe pas la parole. Non, mais ne dites pas n'importe quoi. Monsieur, je ne vous coupe pas la parole. Vous avez peut-être du mal avec la démocratie, mais moi, en l'occurrence, je ne vous coupe pas la parole. Monsieur, je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole, vous ne me coupez pas la parole. Calmez-vous. Mais je suis très calme. Vous ne me coupez pas la parole. Et pour terminer, j'aimerais, parce que monsieur m'a coupé la parole, j'aimerais terminer. Le diable est dans les détails. Bien évidemment, sur ce que vous venez de dire sur l'abrogation de la loi travail, pas du tout. Ce que ces gens veulent faire, c'est en revenir à la négociation par branche. Alors que nous, on veut en revenir au niveau de la loi. Et on le laissera répondre dans la deuxième partie. Merci beaucoup. On va repasser. C'est moi qui vous coupe la parole du coup à tous les deux, et j'en suis désolé, mais on n'a pas le choix puisqu'on doit rendre tout de suite l'antenne, et on se retrouve dans les toutes prochaines minutes. Restez avec nous pour la deuxième partie de ce débat. Le 1er mai de l'entre-deux tours, c'était aujourd'hui, et on en parle, nous, avec à mes côtés Anne-Sophie Belaïch, chef du service économique et social à l'usine Nouvelle, avec Benjamin Amar, responsable du pôle revendicatif à la CGT pour le Val-de-Marne, avec Jean Messia, économiste, coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen, et avec Marc Ferracci, économiste, professeur à l'université Panthéon-Assas
et à Sciences Po. On s'intéresse donc au programme des deux candidats et à la manière donc, dont la France pourrait évoluer. En tout cas, le visage de la France serait-il transformé sur 3 questions très claires. Il y a la loi travail, il y a la question des retraites et puis il y a les questions européennes et notamment la directive travailleurs détachés. On va peut-être prendre les problèmes les uns après les autres. Sur la question de la loi travail, Marc Ferracci, aujourd'hui, vous souhaiteriez aller plus loin. On le sait, Myriam El Khomri s'est inspirée notamment de ce que souhaitait faire Emmanuel Macron. Lui, aujourd'hui, il veut aller plus loin dans l'inversion de la hiérarchie des normes et donc négocier au niveau de chaque entreprise des accords. Pas uniquement dans l'inversion de la hiérarchie des normes. Ce qui manquait à la loi travail, c'est des éléments de protection, en particulier des éléments de droits individuels dans ce que l'on appelle le compte personnel d'activité, des droits à la formation en particulier, qui sont aujourd'hui, de notre point de vue, très insuffisants. Le programme d'Emmanuel Macron consiste effectivement à aller plus loin dans la possibilité donnée aux entreprises et aux branches professionnelles d'adapter la réalité du dialogue social, la réalité de l'ensemble des thèmes qui font le dialogue social au terrain, mais on souhaite également renforcer les droits individuels avec des éléments qui vont consister à universaliser l'assurance chômage, en donnant l'assurance chômage aux salariés démissionnaires afin que ces salariés aient une capacité à peser dans la négociation avec leur employeur, aient une capacité à sortir des problèmes et des situations de souffrance au travail que vivent beaucoup de salariés en France. C'est aussi la possibilité donnée aux indépendants d'accéder à l'assurance chômage et c'est aussi et peut-être surtout des droits supplémentaires investis dans la formation professionnelle des salariés, mais aussi des chômeurs. Donc quand on dit qu'on veut aller plus loin dans la loi travail, on veut aller plus loin sur les aspects droit du travail, en élargissant les thèmes sur lesquels effectivement on va pouvoir adapter la réalité du terrain, adapter le droit à la réalité du terrain, mais on veut aller aussi beaucoup plus loin dans les protections individuelles qui sont données. En d'autres termes, on marche, pour reprendre l'expression qui était utilisée tout à l'heure, on marche sur nos 2 jambes avec des mesures d'assouplissement, mais aussi des mesures de protection qui seront beaucoup plus significatives que dans la loi travail. Jean Messia, vous, la loi travail, c'est simple, vous voulez l'abroger. En revanche, vous ne touchez pas aujourd'hui au mode d'allocation du chômage. Il faut comprendre ce que c'est la loi travail. La loi travail est une loi de libéralisation du marché du travail. Vous savez, le libéralisme, il a une condition très simple, c'est la condition de concurrence pure et parfaite. Donc tout ce qui constitue une barrière, qu'elle soit institutionnelle ou géographique, voire culturelle, tout ça doit être écrété et lissé afin que le marché produise toute son efficacité. La logique de M. Macron consiste précisément à nous débarrasser des dernières bribes, des dernières barrières de protection, qu'elles soient institutionnelles comme le Code du travail, qu'elles soient géographiques comme les frontières ou douanières, et évidemment culturelles avec le communautarisme, etc. Bon. Donc nous entendons procéder différemment. Nous, on veut que le travail paye. Donc nous voulons par exemple défiscaliser à nouveau les heures supplémentaires. C'est le cas d'Emmanuel Macron également. Nous voulons par exemple réduire l'impôt sur le revenu sur les 3 premières tranches. Nous voulons également encourager le travail en luttant contre la concurrence déloyale que constitue par exemple la directive détachement des travailleurs. Ça va rendre de la compétitivité aux entreprises, c'est quand même l'un des arguments de la loi travail. C'est-à-dire, pour nous, si vous voulez, le travail, ce n'est pas une gestion d'un gâteau dont la taille est donnée par avance. Ça, c'est les managers de la Bérésina qui constituent... Pardon, mais on parlera des retraites après. C'est quand même l'argument donné par Marine Le Pen pour revenir à la retraite à 60 ans, c'est dire qu'il y a un gâteau à partager. C'est quand même cette vision-là qui domine. Je ne parle pas des retraites. Ouais. Je parle de la taille de l'économie, c'est-à-dire de la taille de l'emploi. Nous avons une ambition nationale en matière de réindustrialisation du pays, par la mise en place d'un patriotisme économique, par la mise en place d'un protectionnisme intelligent. Nous ne nous contentons pas de faire un jeu de chaises musicales fiscales pour dire on va baisser tel impôt et augmenter tel autre, et finalement on ôte le chapeau à quelqu'un et on le met à un autre, et on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit content. Nous vous envisageons d'augmenter le gâteau par effectivement une nouvelle bouffée de croissance, une nouvelle bouffée d'oxygène. Benjamin Amar, vous avez été de toutes les manifestations contre la loi travail. Quand vous entendez ce qui vient d'être dit par Marc Ferracci et Jean Messia, de qui vous sentez-vous le plus proche ? Alors, je veux dire, sur ces questions économiques, d'aucun des deux. D'abord, ce que monsieur vient de dire, c'est assez formidable. C'est-à-dire que la loi travail, effectivement, elle n'a pas été assez loin. Bon, bien évidemment, nous, on est complètement vent debout sur la logique de la loi travail. C'est-à-dire que cette loi travail, c'est le ver dans le fruit. Le Code du travail a été établi pourquoi ? Il y a un principe de subordination entre les salariés et leur employeur.
Voilà, c'est ça le code du travail. Donc, étant donné qu'il y a ce lien de subordination, il faut protéger l'employeur. Pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que les salariés ne peuvent pas négocier librement avec leur employeur? Bien sûr, c'est ce que reconnaît le code du travail. Bon, donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a eu la loi. C'est pour ça qu'on a construit tout au long du XXe siècle ce code du travail-là. Et maintenant, on nous explique que c'est plus fluide dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise en réalité ? En réalité, vous avez un lien de subordination, et donc c'est bien pour ça qu'on a justement la loi comme socle. Mais là, on parle d'accord collectif. On a ensuite, bien évidemment, les négociations dans les branches et les négociations dans les entreprises. C'est ce qu'il y avait avant la loi travail, avec le principe de faveur. Ça veut dire qu'on pouvait négocier, mais plus favorablement. Maintenant, la loi, elle ne vient que lorsqu'il n'y a pas d'accord dans les entreprises. Bien évidemment que vous allez avoir autant de codes du travail qu'il y a d'entreprises. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? Ça va exploser littéralement la législation du travail. Et nous, on a bien conscience, on a tout à fait conscience du fait que si M. Macron, s'il est élu, s'il suit ce genre de politique économique, s'il continue dans le sens de ce quinquennat précédent, en allant encore plus loin, il y aura encore plus de précarité, il y aura encore plus de désespérance. C'est faux. Laissez-moi terminer, c'est peut-être faux, mais c'est ce que je pense. Donc, en l'occurrence, il y aura encore plus justement de ces logiques libérales qui éclatent littéralement le monde du travail. Et dans 5 ans, on se rendra compte que le Front National ne sera plus à 22 ou à 23, mais à 35. Et là, on viendra encore nous expliquer qu'il faut éteindre des incendies avec des jerrycans de kérosène. Ces politiques-là font le terreau de l'extrême droite. Si Moi, je voudrais revenir sur la question de libéral. Vous n'êtes pas prononcé, parce que vous n'êtes pas prononcé sur le problème de Marine Le Pen. Par rapport à ce qui a été... Vous voulez peut-être dire un mot. Anne-Sophie Bellay, je pense que les Français ont dans l'idée que le président est quelqu'un qui doit les protéger, en fait. Ils attendent une dimension assez interventionniste. Donc Marine Le Pen, elle a bien compris ça, parce que les références économiques de son père, c'était plutôt Ronald Reagan. Là, aujourd'hui, effectivement, elle parle effectivement de plans de réindustrialisation. On n'est plus dans les années 70 ni 80. Voilà, exactement. Le programme des Républicains du RPR, c'est pas le programme d'aujourd'hui. Oui, mais quelque part, avec le plan de réindustrialisation, on revient aux grandes heures pompidoliennes. Donc ça, c'est assez étrange. Et de l'autre côté, on nous présente un Macron comme un espèce de libéral échevelé. Alors, je voudrais dire, parce que j'ai suivi quand même pendant 2 ans de son parcours à Bercy, puisque je m'occupe d'économie à l'usine Nouvelle, finalement, il n'est pas si libéral que ça, Emmanuel Macron. C'est même plutôt quelqu'un qui est partisan d'un État actionnaire assez décomplexé. Par exemple, il s'est heurté très violemment à Carlos Ghosn, en faisant monter l'État au capital pour permettre d'exercer ce qu'on appelle la direction de l'entreprise avec les droits de vote double pour les actionnaires de long terme. Et c'était pas évident. Et c'est aussi heurté contre Proglio pour qu'ils ne prennent pas. Il a mis son veto pour qu'ils prennent la direction de Thales. Interventionniste dans l'industrie. Mais enfin bon, on en a vu d'autres. La loi travail la loi travail, ça a pourtant été la loi qui a le plus cassé le code du travail depuis 50 ans. Je suis désolé. C'est clair. Et ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est faire une loi de travail puissance 1000 par ordonnance, donc totalement exploser le dialogue social, d'accord, la guerre de tous contre tous, alors que nous avons un dialogue social constructif. Alors, je vais répondre quand même à tout le monde. D'abord sur les ordonnances. Ce sera la tête du client par entreprise, sur les ordonnances. Bien, je vais quand même répondre point par point, parce que là, il y a quand même énormément de contre-vérités qui sont proférées. D'abord sur les ordonnances, je vous reprends. Il paraît que c'est une démarche consistant à contourner la démocratie, à contourner le Parlement. Je vous invite à lire l'article 38 de la Constitution qui définit les modalités d'utilisation des ordonnances. Il explique que le gouvernement demande au Parlement, par une loi d'habilitation, de traiter certains problèmes par ordonnance. Et ensuite, il faut une loi de ratification. Quand j'entends que les ordonnances sont un déni de démocratie... Il n'y a pas de débat. Alors, il n'y a pas de débat. Il y a un débat au moment de la loi de ratification. C'est juste un avis, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Il y a un vote. Il n'y a pas de débat parlementaire, il n'y a pas de débat public. Plutôt que la procédure législative, on va peut-être s'intéresser effectivement au cœur du problème. Sur ce que disait M. Amar, c'est-à-dire cette idée que ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est casser le code du travail. Rien n'est plus faux. Pourquoi ? Parce que les principes qui sont aujourd'hui dans le code du travail resteront dans le code du travail. Et ils s'appliqueront dès lors que des accords sont signés. Et j'attire votre attention quand même sur le fait qu'à un moment ou à un autre, soit on joue le jeu du dialogue social, soit on fait confiance à ceux qui sont sur le terrain, dans les branches ou dans les entreprises pour négocier, soit on leur fait pas confiance. Marc Ferrati, il n'y aura plus de durée légale. Et les 35 heures resteront dans la loi. La durée légale restera, et Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, la durée légale restera parmi les principes
législatifs qui s'imposeront. Le salaire minimum restera parmi les principes législatifs qui s'imposeront. Je ne vous ai pas parlé du salaire minimum, moi. Oui, mais moi, je vous ai parlé du code du travail. Mais la négociation par entreprise, ça permet à l'entreprise d'obtenir tout un tas de dérogations. C'est le détricotage du code du travail, c'est évident. Nous souhaitons, par le dialogue social, faire en sorte que les entreprises s'adaptent mieux, s'adaptent plus vite à des mutations, à la mutation technologique, à la mutation environnementale, à toutes ces destructions d'emplois qui sont mécaniques. Et effectivement, le marché, ça détruit des emplois, Monsieur Messia. Ça détruit des emplois. Est-ce que vous savez combien d'emplois sont détruits chaque jour? Pas dans les PSE. 10 000 emplois sont créés. Oui, d'accord. Donc, si vous voulez stopper ce processus, allez-y, stoppez ce processus et bloquez tout. Mais la question, c'est le bilan. C'est le bilan. Vous allez empêcher les entreprises de faire des gains de productivité. Dire qu'il y a autant d'emplois de créés que de détruits, c'est un mensonge, parce que sinon on n'aurait pas eu 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui. Je voudrais juste poser... Les emplois détruits sont plus élevés que les emplois... Je vais laisser Benjamin réagir. Je voulais juste, pour qu'on comprenne bien, Sophie Belaïch, la négociation par entreprise, est-ce que ça permet de déroger aux 35 heures? Est-ce que ça permet de déroger au salaire minimum? Pour l'instant, c'est uniquement le temps de travail qui a été dans la loi El Khomri. Donc, dans les futures versions, effectivement, on pourrait toucher à d'autres sujets. Mais ce sont quand même des accords qui permettent parfois de remettre l'entreprise dans une bonne situation. Par exemple, Oui, donc là, c'est la compétitivité. Mais en tout cas, sur le droit... Chez STX, qui était en mauvaise situation, ils ont signé un accord en travaillant plus. De compétitivité, plus ou moins, en fait. Les résultats, ils sont 10 ans de... Non, mais pour qu'on comprenne bien, il faut qu'on comprenne les contreparties. Le libéralisme avance toujours masqué. Pour qu'on comprenne bien, il faudrait quand même... Ça a permis de sauver des emplois. Ça permet de sauver des emplois. Mais moi, je pourrais vous citer d'autres entreprises à qui on a demandé aux salariés pendant 2 ans de baisser leur salaire, et puis à la fin, la boîte, elle a fermé. D'accord. Donc, je peux vous le dire. Et il y en a eu un paquet. Maintenant... Parce qu'elle n'aurait pas fermé de toute façon. Vous n'êtes pas exprimé sur le problème de Marine Le Pen. Alors, justement, c'est pour ça que je vois quand même vos points de divergence avec celui d'Emmanuel Macron. Non, mais parce que sur cette question, j'avais déjà, avant votre pause, dit que justement, le problème, quand Mme Le Pen dit qu'elle veut abroger la loi travail, elle veut abroger la loi travail, mais elle veut revenir à un accord par branche. Nous, à la CGT, on trouve qu'un accord par branche, c'est toujours mieux qu'un accord dans l'entreprise, comme garantie, mais nous, ce que l'on pose, c'est la loi. L'inversion de la hiérarchie des normes, ce que l'on reprochait, c'était que la loi devenait, complètement supplétive lorsqu'il n'y avait pas d'accord d'entreprise. D'abord, le socle, c'est la loi. Ensuite, il y a l'accord par branche. Ensuite, il y a l'accord dans l'entreprise. Nous, c'est cette pyramide-là qui nous va et aucune autre. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous l'avez cité tout à l'heure. Pourquoi je vous disais qu'aucun des 2 programmes économiques ne nous va à la CGT? Je vais vous prendre juste un exemple. La question de la défiscalisation des heures supplémentaires. Vous savez combien? Ça, c'est quelque chose qui est terrible en termes de création d'emplois. Alors, ça apporte du pouvoir d'achat aux Français. Moi, ça, je peux comprendre que les salariés. Mais il faut leur dire aussi, en termes de chômage, c'est un vrai boulet. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites que ça empêche des embauches supplémentaires. Attendez, sauf qu'on les a supprimés. Hollande les a supprimés, ça n'a pas créé d'emploi. Mais pourquoi? Non, mais attendez, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que derrière, nous, à la CGT, on a calculé qu'il y avait 220 milliards d'euros, directs ou indirects, qui étaient donnés aux grandes entreprises dans ce pays, sans aucune contrepartie d'emploi ou de salaire. Mais ça n'a rien à voir. On a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires et on a augmenté le chômage d'1 million de personnes. Et derrière, il y aura aucune politique ambitieuse d'emploi. Mais par contre, soyez méprisants. Soyez méprisants. Vous dites c'est incompréhensible. Très bien. Mais en l'occurrence, je vous le dis, cette défiscalisation-là, elle va être un boulet supplémentaire et derrière, je ne vois rien, ni dans l'un ni dans l'autre. Dans aucun des 2 programmes économiques, quelque chose qui va susciter une véritable politique d'emploi. Et pour ça, il faut remettre en place, il faut remettre en cause le capitalisme financier. Non, mais alors, on ne va pas partir dans des débats trop larges. Il faudra qu'on parle quand même aussi de la compétitivité des entreprises, parce que c'est ça quand même la raison qui est invoquée pour l'assouplissement d'un certain nombre de réglementations du travail. Un mot, peut-être la parole à Jean Messia sur les retraites, parce que là, pour le coup, Marine Le Pen, elle propose même pas de maintenir l'âge de la retraite à 62 ans, mais de revenir à 60 ans. Ça coûterait 17 milliards d'euros. Franchement, est-ce que l'économie française a les moyens et est-ce que c'est vraiment aujourd'hui une nécessité? D'abord, le projet est financé, donc ça, c'est 17 milliards, nous l'assumons, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, combien de travailleurs se retrouvent à 60 ans à leur poste de travail? Oui, mais alors, c'est exactement... parce que vous nous disiez que l'économie n'est pas un gâteau à partager. Là, vous nous dire, en gros, il faut faire partir les seniors plus tôt pour donner du travail aux jeunes. C'est pas une mesure ad vitam aeternam. Là, la situation de la croissance et de l'emploi en France, nous avons une croissance anémique et nous avons un chômage de masse et en particulier un chômage... seniors un chômage chez les seniors qui est effectivement très important. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à 60 ans à leur poste sont en réalité extrêmement minoritaires. Donc, on va... C'est pas vous qui posez la question. Et donc, on va avoir... Non, mais cela dit, c'est vrai, quand je vous ai demandé 17 milliards d'euros, ça veut dire
poser, mais moi, je ne peux pas vous en poser. On va avoir... Laissez-moi parler, je sais que tout le monde est macroniste ici. La CGT appelle à voter Macron. C'est vrai que c'est tout à fait... Vous êtes le seul à avoir entendu ça, monsieur. On va laisser Jean Messia. Vous êtes le seul à entendre ça, je crois. On va laisser Jean Messia répondre. C'est quand même le but de ce débat, c'est que chacun s'exprime. Aujourd'hui, une mesure politique, si vous voulez, elle est donnée dans un certain contexte. C'est pas une mesure idéologique. Le contexte actuel français, avec un chômage des seniors très important, avec des pré-retraites effectivement très importantes, faire partir les gens à la retraite, ça permet aussi de libérer de la place pour les gens qui arrivent. Après, il ne faut pas tirer une mesure, c'est la cohérence d'ensemble du projet. Je parlais tout à l'heure d'un plan de réindustrialisation. Il faut absolument, c'est pas l'allongement de la durée de la retraite qui finance la retraite, c'est de remettre les gens au boulot. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est exactement comme tout à l'heure le gâteau fiscal. Le chômage, il va pas baisser en manipulant des petites taxes. De même que la retraite ne va pas être financée en augmentant ou en diminuant l'âge de la retraite. C'est en augmentant la taille du gâteau, de remettre des millions de personnes au boulot. Marc Ferracci, vous proposez de maintenir la retraite à 62 ans, mais de supprimer les régimes spéciaux. Vous touchez pas aux régimes spéciaux. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ce que nous avons dit, c'est que les régimes spéciaux, nous n'avons pas un regard monolithique sur la question. Nous allons les mettre à place. Ce qu'il faut supprimer, on le supprimera. Ce qu'il faut garder, on le gardera. On n'a pas d'approche systématique de la question. Marc Ferracci. Alors, je viens sur la retraite. Ça n'est pas ce que vous évoquez, c'est un petit peu plus ambitieux que ça, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On ne touche pas effectivement à l'âge de départ légal à la retraite. Donc pourquoi 62 ans et 40 annuités. Tout à fait. Parce qu'on veut refonder le système de manière à le rendre plus juste, plus équitable et surtout plus transparent. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de régimes différents. Il y a 37 régimes de retraite différents. Il y a aussi des conditions d'indemnisation qui sont différentes en fonction bien de la trajectoire de carrière des individus. Les gens qui ont travaillé tard ou tôt n'ont pas les mêmes droits alors qu'ils ont parfois travaillé la même durée. Donc on souhaite finalement unifier l'ensemble de ce système pour aller vers un système où 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde. Donc c'est une mesure de justice, c'est aussi une mesure de transparence puisque vous saurez au moment de l'âge auquel vous souhaitez partir à la retraite, combien vous aurez. Après, je veux quand même réagir à ce qu'a dit monsieur. Bon, déjà, les pré-retraites, ça n'existe plus, donc évitez d'en parler. Il faut quand même se placer un petit peu. Ça a été remplacé par d'autres mécanismes, mais c'est la même idée. Bien sûr, c'est la même idée, mais à un moment, il faut... Non, mais jouez pas sur les mots, venez-en au fond. Ça n'existe plus. Bon. Ensuite, je pense qu'il y a quand même une démarche d'illusionnisme qui est assez stupéfiante dans le programme du Front National. C'est effectivement cette problématique du financement. Le financement des mesures de Marine Le Pen, c'est trouver 120 à 130 milliards d'euros dans les plus basses estimations. Il y a un institut indépendant qui d'ailleurs a critiqué aussi notre propre programme. Montaigne sans doute qui est indépendant. Non, qui le fixe à 159 milliards d'euros. Donc je vous invite à le lire. Bon, ça fait concrètement 9 000 euros par contribuable. Alors, allez regarder dans les yeux les gens et leur expliquer où vous allez trouver l'argent. Oui, mais le problème, c'est que ça se trouve maintenant très facilement sur Internet, encore une fois avec des instituts indépendants. Donc, ma question, c'est à quel moment vous allez rétropédaler sur tout cela? À quel moment vous allez arrêter de mentir aux gens sur un programme qui n'est absolument pas financé? Le mensonge, il est de votre côté, parce que la réforme des retraites, les hypothèses de croissance sur lesquelles sont fondés votre programme, c'est une croissance entre 2 et 2,5%. Est-ce que vous savez ce que c'est la moyenne du taux de croissance depuis 10 ans? Est-ce que vous le savez? Oui, c'est 1,2, c'est la moyenne. Grâce à vos politiques. Alors, par l'opération du Saint-Esprit, on va passer de 1,2 à 2,5. C'est l'application de vos politiques qui crée cette croissance anémique. Vous n'êtes pas crédible. Vous voulez approfondir ces politiques. Pardon, Anne-Sophie Belaïch et Benjamin Mance. Je voulais juste dire que là, il y a une vision très noire, effectivement, de colère, parce qu'effectivement, les gens ont attendu pendant 5 ans la version de la courbe du chômage. Dans tout ça, est-ce que ça mais en fait, la situation, les signaux économiques sont assez bons aujourd'hui. C'est-à-dire le président ou la présidente, quel qu'il soit, il va trouver une situation où l'investissement des entreprises, il est reparti à la hausse fortement. L'investissement des ménages, ça faisait 4 ans qu'ils n'investissaient plus, donc c'est essentiellement l'immobilier, c'est également en progression. On a une croissance dans la zone euro qui est supérieure à la croissance des États-Unis. Donc, il y a quand même est-ce que les retraites, c'est urgence à réformer? Le Conseil d'orientation des retraites nous dit un déficit de 0,2% du PIB en 2020. Il n'y a pas d'urgence sur les retraites. Je pense que le problème de ce pays, c'est plutôt le chômage de masse. C'est le chômage de masse. C'est ça, ok. Et le fait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour une meilleure lisibilité et, je dirais, une meilleure justice, est-ce que ça se justifie de supprimer d'une certaine manière les régimes spéciaux? Une fois que les choses seront transparentes, en fait, on verra très clairement qui bénéficie du système ou pas. Mais l'urgence, je pense que c'est plutôt le chômage. Moi, j'adore ce type de débat. C'est incroyable. Vous avez en réalité une politique qu'on suit maintenant depuis... et alors qui s'est accélérée en plus depuis 2007-2008, qui est une politique d'austérité.
Une politique d'austérité... Oui, mais là, on essaie d'être précis. Alors, je suis d'accord. mais attendez, laissez-moi juste terminer. On va essayer d'être précis. Je vais vous donner des exemples très précis. Une politique austéritaire qui consiste effectivement à serrer les budgets. Vous avez eu la RGPP, vous avez eu la MAP, très bien. Et derrière, vous avez eu, accompagné de cela, des cadeaux au patronat, très précis pendant ce quinquennat. Très, très précis. Le CICE, le pacte de responsabilité. La RGPP, pour ceux qui nous regardent, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Parce que la RGPP, avec derrière, et puis la modernisation de l'action publique qui allait exactement dans le même sens. Bien, vous avez ces politiques-là qui ont été suivies. Vous souvenez-vous du pacte de responsabilité du CICE, Monsieur Gattaz avec son petit badge, 1 million d'emplois créés. On l'attend toujours. Alors moi, je veux bien. Et allons expliquer aux Français que là, les signaux. Est-ce que c'est pas une mesure de justice en fait entre les citoyens? Là, on parle pas de. Attendez, le pacte de responsabilité revenir sur l'âge de départ a été d'une inutilité économique en termes de création d'emplois complètement aberrante. D'accord, aberrant. Oui, mais là on est sur la retraite. C'est pour ça non, mais attendez, on arrive, on est sur les retraites. Enfin, on est sur derrière. Alors, si vous voulez qu'on parle des retraites, on pourrait parler dans ce cas-là. Effectivement, il y a de la richesse dans ce pays. Il y en a. Il y a des moyens de financer les retraites, de revenir à la retraite à 60 ans. Bien, vous savez qu'en France, on a quand même la double peine. Ça veut dire tout le monde sur le statut des cheminots? Attendez, mais c'est pas ce que je vous ai dit, Monsieur Kahn. On a en réalité la double peine en France. On a eu l'allongement de la durée de cotisation et on a eu le report de l'âge légal. Bien évidemment qu'il y a d'autres politiques. Bien évidemment qu'il y a d'autres solutions. On pourrait s'intéresser à... J'aimerais bien entendre, moi, les représentants des deux candidats sur... Qu'est-ce qu'on peut faire sur la taxation des revenus financiers? Qu'est-ce qu'on fait sur la lutte contre l'évasion fiscale? Je suis d'accord. Ah ouais, mais moi j'aimerais bien les entendre. Justement, J'aimerais bien les entendre là-dessus. Je voudrais juste revenir pour faire une petite comparaison sur l'austérité. En France, cette année, c'est une nouveauté. En 2016, on est le premier pays des 28 à avoir le plus haut taux de dépenses publiques. On est parce que c'était une année électorale. Exactement. C'est parce que c'était plus de 56%. C'est quand même compliqué de parler d'austérité. C'était une année électorale, madame. On peut faire le bilan. Vous avez les chiffres des 4 dernières années? Il m'amuserait beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie Belaïch. Merci Benjamin Amar. Merci à Jean Messia et à Marc Ferracci d'avoir participé à ce débat. L'actualité continue. Tout de suite, un œil sur les médias.